Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie, SQP pour les intimes. Comme vous le savez déjà, le sujet d'aujourd'hui portera sur les végétaux hyperaccumulateurs, plus précisément ceux en milieu ultramafique. Je me présente, mon nom est Christian Dufresne, je suis administrateur de la SQP et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui au nom de tous mes collègues. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la SQP, nous sommes une société à but non lucratif et notre mission première est promouvoir l'utilisation des phytotechnologies. La SQP organise plusieurs activités, dont une formation sur l'entretien des toits végétalisés et des cellules de biorétention en 2 modules. Le premier est le 11 janvier et le second le 18 janvier. Les deux sont de 10h à 11h30, donc inscrivez-vous sur notre site web si vous êtes intéressé par ces 2 formations sur l'entretien. La SQP organise aussi un colloque, des visites techniques et, comme vous le savez, des webinaires, ce que l'on fait aujourd'hui. On produit aussi annuellement des fiches techniques sur les phytotechnologies. On offre des bourses aux étudiants du domaine et des prix d'excellence pour des projets phytotechnologiques exemplaires. Pour en savoir plus sur nos missions, nos activités ou pour obtenir de l'information sur les phytotechnologies, je vous invite fortement à visiter notre site web à www.phyto.com et bien sûr à vous abonner à notre infolettre. Vous pouvez aussi évidemment nous supporter en devenant membre de la SQP, ce qui donne plusieurs avantages, incluant la possibilité de revoir tous nos webinaires. Le tarif membre est de seulement 35 $ pour une année. Avant de passer au webinaire, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente nos partenaires financiers. C'est grâce à eux que la SQP peut poursuivre sa mission et aussi offrir des activités gratuites comme celle d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous tenons à remercier le présentateur de nos activités, Desjardins, notre partenaire officiel Rameau Phytotechnologie, suivi des membranes Hydrotech et du Centre de formation horticole de Laval. Passons maintenant à notre webinaire. Notre conférencier d'aujourd'hui est Adrienne Paul, chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche en biologie végétale. Biochimiste et écophysiologiste, Adrienne concentre ses recherches sur le cycle et le transfert des éléments traces des plantes aux écosystèmes. Avant d'être chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche en biologie végétale, il a effectué son doctorat à l'Université de Queensland en Australie, où il s'est concentré sur les espèces hyperaccumulatrices et leur interaction avec les écosystèmes. Actuellement, il se concentre sur les approches vertes pour décontaminer les sites pollués, notamment les friches industrielles, les terrains urbains vacants et les sites industriels au Québec. Donc, merci à tous d'être avec nous ce matin. N'oubliez pas que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible en rediffusion sur notre site pour les membres de la SQP. Adrienne, à toi la parole. OK, je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que tu veux... Oh, c'est pas la bonne. Vous allez me dire si je partage la bonne... Oui. OK. Donc, bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation qui discutera mes travaux de thèse. Avant de commencer, je souhaiterais reconnaître l'aide apportée par les différents organismes qui m'ont assisté, en commençant par l'Université de Queensland, où j'ai effectué ma thèse. Je souhaite donc remercier l'Université de Lorraine, l'Université métropolitaine de Manchester, l'Institut de recherche en développement basé à Nouméa, ainsi que l'Université de Montpellier et le CIRO. Je souhaite aussi remercier l'Institut de recherche en biologie végétale, pour lequel je travaille depuis septembre 2021, et particulièrement Michel Labrec, qui m'a offert l'opportunité de venir ici, au Québec, pour travailler sur un projet passionnant qui est la phytorémédiation. Adrienne, tu es en mode présentateur et non pas en mode présentation. C'est pour ça que je te disais celle-ci du coup. Ouais, c'est voilà. mieux là. Maintenant, on peut commencer. Le titre de cette présentation est donc étude multiscalaire de l'hyperaccumulation en milieu ultramafique de la graine aux écosystèmes. Que je fasse une présentation à des spécialistes ou à un public plus large, j'aime bien rappeler une citation du fameux livre d'Adriano, publié en 2013, qui est « La présence d'éléments traces métalliques dans le sol n'est pas toujours le symptôme d'une contamination passée ».
Mais pour commencer, qu'est-ce qu'un élément trace? Vous allez me dire. Les éléments traces sont des éléments qu'on retrouve à de faibles concentrations dans l'environnement, comprennent les métaux tels que le plomb et le fer, et les métalloïdes tels que l'arsenic. On les retrouve donc naturellement dans les ruisseaux, les rivières et les eaux souterraines à travers le monde et sont issus de sources naturelles et artificielles. En effet, l'altération des roches, l'érosion des sols et la dissolution des sels sont des exemples de sources naturelles d'éléments traces. Cependant, de nombreuses activités humaines, que j'ai décrites comme artificielles il y a quelques secondes, apportent également des éléments traces à l'environnement, tels que l'exploitation minière. C'est particulièrement vrai pour les sols que vous voyez sur cette diapositive. Ces sols sont retrouvés partout dans le monde et même au Québec. À gauche, vous retrouverez une photo illustrant les sols calaminaires. Ils sont issus de roches riches en minéraux composés de sulfure de plomb, sulfure de zinc et oxyde de zinc. Ils présentent généralement de fortes concentrations en zinc, en plomb et cadmium, et parfois en soufre et en cuivre. À droite sont représentés les sols ultramafiques, qui sont caractérisés par des concentrations élevées en métaux, comme le nickel, le chrome ou le manganèse. Des concentrations faibles en nutriments essentiels pour les plantes, comme le phosphore et le potassium, mais surtout par un déséquilibre important avec un ratio calcium sur magnésium largement à l'avantage du magnésium. Comme vous le voyez sur cette photo, ce type de sol est retrouvé à peu près partout sur la planète, et même au Québec, et plus particulièrement au Mont-Albert, en Haute-Gaspésie. Donc, au cours de ma thèse, je me suis concentré sur un archipel français, appelé Nouvelle-Calédonie, situé au large de la côte est de l'Australie. Il est considéré comme un point chaud de biodiversité, avec environ 5000 espèces sur un territoire qui est 6 fois plus petit que l'île de Terre-Neuve. Ceci est en partie dû au fait qu'elle est recouverte à plus de 30% de sol ultramafique. Comme je vous l'ai dit il y a quelques diapositives, enrichis en métaux. Ces sols sont représentés en rouge sur la figure. Donc, dans le sud-est de l'île principale, il y a aussi quelques spots dans le nord-ouest de cette île. Sur ces sols, deux types de végétation très discernables se retrouvent. Tout d'abord, le maquis, qui recouvre environ 80% des sols ultramafiques, du niveau de la mer jusqu'aux plus hautes altitudes, environ 1600 mètres, et qui se forme principalement après les incendies de forêt. Vous connaissez sûrement ce type de paysage si vous avez été en Californie ou vous baignez dans la Méditerranée. À titre d'information, ce type de végétation en Nouvelle-Calédonie varie considérablement en fonction du type de sol et de l'altitude. Le second type de végétation retrouvé sur les sols ultramafiques sont les forêts humides. Comme vous le savez peut-être, une forêt humide est une forêt caractérisée par des précipitations abondantes, avec une pluviométrie supérieure à 1500 mm par année. En revanche, contrairement au maquis, pour laquelle la végétation diffère selon les caractéristiques du sol, les forêts humides qui posent sur des sols non ultramafiques sont relativement similaires à celles retrouvées sur sols ultramafiques. En effet, ces forêts se développent sur des sols profonds dont les caractéristiques sont bien moins hostiles aux végétaux. Ces sols accueillent généralement des écosystèmes atypiques, présentant une productivité faible et de nombreuses espèces uniques, que l'on ne retrouvera donc nulle part ailleurs. Par exemple, sur cet archipel, 96,7% des espèces retrouvées sur sol ultramafique sont uniques, donc uniquement retrouvées en Nouvelle-Calédonie. Béatrice Gervais-Bergeron, qui je crois est en ligne, pourra vous en dire un peu plus à ce sujet, mais les espèces de ces écosystèmes présentent des adaptations morphologiques et physiologiques diverses afin de s'épanouir. Par exemple, elles auront tendance à développer un système racinaire dense. D'ailleurs, toutes ces espèces sont appelées métallophytes, c'est-à-dire des plantes qui fleurissent sur des milieux riches en métaux. Pour coloniser ces sols, ces plantes ont développé des mécanismes qui leur permettent de tolérer la toxicité des métaux. En effet, deux stratégies de base ont été développées, l'hyperaccumulation et l'exclusion. Dans le premier cas, les métaux sont concentrés dans une partie de la biomasse aérienne des plantes quand elles poussent sur des sols riches en métaux. Ces métaux sont ainsi stockés dans des parties
de la biomasse aérienne qui sont éloignées des centres physiologiques clés pour les plantes, tels que la photosynthèse, le processus qui permet aux plantes de produire des sucres. Au contraire, les plantes excluantes ont développé des mécanismes pour soit limiter l'absorption des métaux au niveau des racines, ou soit limiter le transport de ces mêmes métaux des racines aux parties aériennes des plantes. Les indicatrices sont considérées, quant à elles, comme un mode alternatif de réponse où des relations proportionnelles existent entre les niveaux des métaux dans le sol et l'accumulation dans les parties aériennes des plantes. Donc, au final, les espèces végétales capables d'absorber les métaux des sols et de les concentrer à des niveaux extrêmement élevés dans les tissus foliaires sont appelées hyperaccumulateurs. Le terme hyperaccumulateur a été inventé dans les années 70 pour décrire certaines plantes capables d'accumuler plus de 1000 mg par kilo de nickel dans les tissus secs. Ce niveau n'a pas été choisi au hasard. En effet, il a été décidé de se fixer sur des concentrations 100 à 1000 fois supérieures à celles que l'on retrouve normalement chez les plantes sur des sols normaux, entre guillemets, ou de 10 à 100 fois supérieures à celles trouvées pour la plupart des autres plantes sur des sols riches en nickel. Bien que ce soit légèrement arbitraire, il a été noté que dans de nombreuses flores poussant sur des sols ultramafiques riches en nickel, les concentrations de nickel de 100 à 1000 mg par kilo étaient assez rares, alors que l'accumulation de 1000 mg par kilo et plus semblait représenter une forme distincte de réponse impliquant certains mécanismes atypiques. J'ai fait cette petite diapo pour vous donner un peu de contexte. Les raisons de l'hyperaccumulation, qui est quand même apparue plusieurs fois et ce, indépendamment malgré un coût physiologique considérable, sont encore méconnues. Cependant, deux hypothèses semblent dominer à l'heure actuelle. La première avance qu'il s'agit d'une stratégie de défense contre l'herbivorie. En effet, les plantes hyperaccumulatrices semblent réduire les risques, comme le sélénium, qui réduirait le ravage causé par les pucerons, ou le nickel, par certains coléoptères. Cependant, parfois, ce n'est pas assez, et je peux en témoigner. En partie car ces ravageurs peuvent être généralistes et ne pas souffrir des hautes concentrations, en incluant dans l'origine des espèces non hyperaccumulatrices situées à proximité, ou en s'attaquant à des tissus qui sont moins chargés en métaux. Je vais vous montrer un peu ce sujet un peu plus tard dans les diapos. La seconde hypothèse se concentre sur la régulation des stress hydriques et le fait que ces fortes concentrations en métaux permettent de mieux gérer l'eau présente dans leur organisme. Donc, revenons à mon projet de doctorat. Donc, lorsque je l'ai commencé, je ne voulais pas me concentrer uniquement sur un aspect de l'hyperaccumulation. J'ai donc développé un projet afin d'étudier ce phénomène à l'aide de 3 loupes différentes qui zoomaient sur les espèces hyperaccumulatrices, les populations d'une espèce hyperaccumulatrice et les écosystèmes accueillant des espèces hyperaccumulatrices. Concernant les organismes, je me suis concentré dans un premier temps sur des plantes spécifiques capables d'hyperaccumuler plusieurs métaux, plus précisément le cobalt et le nickel, afin de comparer ces mécanismes. En parallèle, j'ai étudié l'hyperaccumulation d'un même élément, le nickel, par 2 espèces qui étaient déjà connues pour avoir développé des mécanismes d'hyperaccumulation distincts. Pour le niveau population, je me suis concentré sur toutes les espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie du genre Ibanthus et leur population, qu'elles soient hyperaccumulatrices ou non. Enfin, j'ai étudié le mouvement des métaux et des nutriments dans une parcelle de forêt tropicale humide abritant 5 espèces hyperaccumulatrices. Je vais donc commencer par la partie de ma thèse traitant de la physiologie des hyperaccumulateurs. J'ai donc décidé pour cette présentation de présenter le 3e chapitre de ma thèse qui portait sur l'hyperaccumulation du cobalt et du nickel par Rhinorrhea bengalensis, une plante trouvée à Sabah sur l'île de Bornéo en Malaisie. Ainsi, Rhinorrhea bengalensis est une violacée, comme la violette, qui peut accumuler jusqu'à 12 800 mg par kilo de nickel. En fait, on connaissait déjà beaucoup de choses sur cette plante, comme la localisation du nickel dans les feuilles, mais peu d'études s'étaient concentrées sur sa capacité à accumuler le cobalt. J'ai donc développé un essai qui m'a permis de tester l'interaction entre le cobalt et le nickel dans cette plante, dans le but d'observer la répartition du cobalt dans ses feuilles. La question était donc, quels sont les compromis physiologiques
entre cobalt et nickel chez Rhinorrhea benignensis dans des sols enrichis en cobalt. Donc, il s'agit d'une simple expérience en pot d'une durée de 12 mois dans lequel j'ai utilisé des tréplicas et 3 traitements comme suit. Un traitement cobalt élevé dans lequel j'ai ajouté 1500 mg de cobalt par kilo de sol, un traitement ISO avec une addition de 700 mg de cobalt et de nickel par kilo de sol, et un traitement nickel élevé dans lequel j'ai ajouté 1500 mg de nickel par kilo de sol. De l'essai en pot, nous avons découvert que Rhinorrhea peut accumuler des concentrations élevées de nickel, jusqu'à 6000 mg par kilo dans les feuilles matures, et de cobalt, donc jusqu'à 1250 mg par kilo dans les feuilles matures. Fait assez intéressant, le nickel semble être essentiel pour que la plante tolère des concentrations élevées en cobalt. En effet, un jaunissement, comme vous pouvez le voir sur la photo aussi sur la diapositive, a été constaté pour le traitement avec des concentrations élevées en cobalt et des concentrations relativement faibles en nickel. On suppose que la plante ne pouvait plus utiliser le phosphore de manière convenable. Aussi, à des concentrations modérées en cobalt, l'accumulation du cobalt semblait être favorisée au détriment de l'accumulation du nickel. Ceci indique potentiellement que les mécanismes utilisés pour le transport de ces éléments est plus adapté au transport du cobalt que du nickel. Comme je l'ai dit un petit peu avant, j'ai eu la chance d'utiliser une technique d'imagerie qui s'appelle synchrotron micro-X-ray fluorescence. Pour cette étude, nous avons utilisé le centre localisé à Hambourg, en Allemagne. Cette technologie a un grand pouvoir explicatif qui permettra, je l'espère un jour, de comprendre ce phénomène fascinant. Elle permet entre autres de cartographier les éléments de la plante et permet même de déterminer leur forme chimique. Elle a un pouvoir de résolution extrêmement élevé et dispose d'une très haute sensibilité, en particulier pour certains métaux dits de transition. Cette technologie est très compliquée à expliquer. Ainsi, au lieu de me perdre en parole, voici une petite vidéo qui vous expliquera bien mieux que moi l'essence de cette technologie. An electron gun fires bunches of electrons through steel tubes into the booster ring. Microwave energy is then used to accelerate the electrons up to nearly the speed of light. The electron beam is then injected into the synchrotron storage ring. When the path of these high-speed, high-energy electrons is bent by magnets inside the storage ring, a natural phenomenon occurs to produce an extremely brilliant light. Beam lines capture, manipulate, and direct this light onto samples. The interaction of light with molecules in the samples allows scientists to obtain very detailed images of the molecular structure of materials, as well as a very detailed chemical analysis. De l'essai que nous avons apporté des échantillons au synchrotron en Allemagne, comme je vous l'ai dit, nous avons obtenu des images telles que celles montrées sur cette diapositive. Nous avons ainsi découvert que le nickel chez cette espèce était stocké de la même manière que la plupart des autres hyperaccumulateurs de nickel dans l'épiderme supérieur des feuilles. En ce qui concerne le cobalt, nous avons découvert qu'il suit le flux de transpiration. Les indices étaient que les concentrations étaient plus élevées au bord des feuilles et que les précipités de cobalt étaient excrétés à la surface des feuilles. Cela montre, en quelque sorte, qu'il n'existe aucun système permettant au cobalt de s'accumuler dans la plante, contrairement au nickel. En fin de compte, cela suggère que l'exposition au cobalt n'était pas un moteur évolutif pour cette espèce, potentiellement accidentelle. Voici d'autres photos qui montrent les dépôts de cobalt situés à la surface et marge des feuilles. Ces points sont appelés butations. C'est terminé pour le premier chapitre. Nous abordons maintenant le chapitre 4 de ma thèse. Le titre de cette partie est « Imagerie synchrotron SRF de plantules vivantes de Berkeleya codillei et Odontorrhea muralis à plusieurs stades de développement ». Pour ce chapitre, 2 espèces hyperaccumulatrices très bien décrites dans la littérature ont été étudiées. Il s'agit donc de Odontorrhea et Berkeleya. La première fait partie de la famille des brassicacées, à l'instar du chou et du brocoli. Il s'agit d'une herbacée vivace qu'on le retrouve dans le bassin méditerranéen. Sa capacité à accumuler le nickel a été décrite pour la première fois en 1948 dans le nord de l'Italie. Au jour d'aujourd'hui, les populations dans leur habitat naturel peuvent accumuler jusqu'à environ 10 000 mg par kilo de nickel.
La seconde est une terracée comme la marguerite. C'est une herbacée vivace, originaire d'une zone assez réduite située dans l'est de l'Afrique du Sud. Elle a été repérée à la fin des années 90 sur des terrains miniers. La concentration maximale observée à ce jour pour cette espèce est de 76 000 mg par kilo de nickel. Pour le contexte, ces espèces ont déjà été étudiées à maintes reprises, comme je viens de le dire. Concernant le nickel, nous connaissions déjà la localisation de celui-ci dans leurs graines. Cependant, il y avait un manque de connaissances criant concernant les mouvements de cet élément durant les différentes phases de développement de ces espèces, c'est-à-dire les phases les plus vulnérables du cycle de vie d'une plante. La question principale de cette étude était donc quelles sont les dynamiques de redistribution du nickel et des autres éléments physiologiquement pertinents lors de la germination des hyperaccumulateurs Berkeley codii et Odontorrhea muralis. J'ai donc eu de nouveau la chance d'utiliser cette technique d'imagerie qui s'appelle synchrotron. Par contre, pour cette étude, nous avons utilisé le centre localisé à Melbourne, en Australie. Ainsi, j'ai pu réaliser des photographies, si l'on peut dire, de ces deux espèces à plusieurs moments de leur développement. Ici, vous voyez le premier stade de développement que j'ai étudié. À gauche est représenté l'astéracée, originaire d'Afrique du Sud, et à droite, la brassicacée, originaire du bassin méditerranéen. Concernant cette dernière, en haut, on retrouve une photo qui représente la localisation du calcium et en bas, une photo qui représente la localisation du nickel. Comme vous l'aurez sûrement compris, plus les couleurs sont chaudes, plus les concentrations sont élevées. J'ai donc réalisé ce genre de cliché à 4 stades de développement, mais au lieu de vous laisser comprendre les mécanismes, ce qui serait un peu de la torture, je vais vous faire un résumé assez rapide des principales conclusions que j'ai obtenues dans la diapo qui vient. Donc, avec ces belles images, nous avons pu déterminer que certains éléments témoignent de sorts similaires pendant la germination et le développement des semis. Par exemple, le calcium et le nickel sont transférés de la même manière après l'émergence des premières feuilles. De la même manière, les transferts de potassium étaient similaires entre les deux espèces. Cependant, de nombreuses différences ont été détectées. Ces différences existaient dès le premier stade de développement de la plante, mais étaient encore plus fortement prononcées au stade ultérieur de développement, et ce, principalement pour le nickel. Ainsi, nous avons pu prouver que les différences sont inhérentes, car les mécanismes de stockage et de tolérance du nickel en particulier, au cours du développement des semis, sont fondamentalement différents. Le chapitre 5 de ma thèse était intitulé « Hyperaccumulation du nickel chez le genre Hibanthius en Nouvelle-Calédonie et étude du phloème riche en nickel chez l'espèce Hibanthius austrocaledonicus ». Pour ce chapitre, j'ai étudié 3 espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie, donc uniques à la Nouvelle-Calédonie, et faisant partie du genre Hibanthius. La première, Hibanthius austrocaledonicus, est une hyperaccumulatrice découverte en 1974, qui est capable d'accumuler jusqu'à 25 000 mg par kilo de nickel dans ses feuilles, mais dont le phloème contient plus de 55 000 mg par kilo de nickel. De nos jours, nous comptons 3 populations de cette espèce à travers l'archipel néo-calédonien. Juste à titre de rappel, le xylème et le phloème sont des conduits qui font partie du système vasculaire des plantes supérieures. Le phloème, en particulier, est le tissu conducteur des végétaux qui permet le transfert de la sève élaborée riche en sucre à l'ensemble de la plante. Au contraire, le xylème va quant à lui permettre le transfert de l'eau et des minéraux dans la plante. La seconde espèce est Hibanthius caledonicus. Sa capacité à hyperaccumuler a elle aussi été découverte en 1974 par Tanguy Jaffray, et elle est capable d'accumuler jusqu'à 10 000 mg par kilo de nickel dans ses feuilles. Elle est divisée de nos jours en 6 populations distinctes. La dernière espèce se nomme Hibanthius micranthus, mais celle-ci, au contraire des 2 autres espèces, n'est pas capable d'accumuler le nickel. Une seule population existe pour cette espèce. À titre de contexte, il faut que vous sachiez que la présence de phloème vert riche en nickel dans la nature est extrêmement rare. À ce jour, si ma mémoire est bonne, nous connaissons 7 ou 8 espèces présentant cette particularité. Parmi celles que j'ai étudiées, on retrouve Phyllanthus rufus chenii, Phyllanthus baldoai et Rhinorrhea beninensis, toutes les 3 originaires d'Asie du Sud-Est, et Hibanthius austrocaledonicus et Pitnandroacuminata, originaire de Nouvelle-Calédonie. Je vais parler un peu plus tard de la dernière espèce, donc Pitnandroacuminata, mais sachez que ce n'est pas le phloème de cette espèce qui est enrichi en nickel, mais son latex,
comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite. Concernant ces espèces, en 2017, lorsque j'ai commencé ma thèse, il y avait un manque de connaissances, on va dire surprenant, concernant la nature du phloème vert, ainsi que sur la capacité d'hyperaccumulation du genre Ibanthus en Nouvelle-Calédonie. Cette étude avait donc pour mission de trouver des réponses à ces deux questions. Quelle est la nature du phloème vert riche en nickel d'Ibanthus austrocaledonicus et quelle est l'incidence de l'hyperaccumulation de nickel dans les populations d'Ibanthus en Nouvelle-Calédonie? Pour cela, nous avons passé pas mal de temps dans l'herbier de l'Institut de recherche en développement, ou IRD, localisé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Une collègue, que je remercie encore pour tout le travail qu'elle a effectué, a ainsi récupéré toutes les planches à disposition des espèces que je vous ai présentées précédemment. À l'aide d'un micro-SRF, qui est un outil très utile qui permet de déterminer les concentrations en éléments de matériaux organiques ou inorganiques très rapidement, elle a pu toutes les informations concernant la composition de toutes les planches qu'elle avait préalablement trouvées dans l'herbier. En complément, afin de calibrer cet outil, des échantillons de ces planches avaient été extraits et analysés selon les méthodes conventionnelles. Cette méthode conventionnelle, que j'utilise aussi au Québec, inclut une digestion à l'acide et des analyses ICP, qui est une technique analytique avancée utilisée pour la détection d'éléments chimiques. Cette méthode, bien que bien plus longue, demeure la norme, car beaucoup plus précise. Voilà à quoi ressemble une planche d'herbier. Cette diapositive représente les différentes populations existantes chez les deux espèces étudiées. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Ibanthus austrocaledonicus est divisé en 3 populations, que sont la population présente dans les forêts sur substrat ultramafique, la population qui possède des feuilles dentelées et qui est largement présente dans les maquis, et la population présente dans les sédiments volcaniques. Ibanthus aledonicus, quant à elle, est divisée en 6 populations. Une population présentant des feuilles étroites, principalement retrouvées dans les zones relativement sèches. Une population retrouvée sur les côtes nord-ouest de l'île principale, sur substrat ultramafique. Une population retrouvée sur les substrats ultramafiques de la région de Tontouta, qui est au sud de l'île. Une population endémique à l'île des Pins et les îles Loyauté sur des substrats calcaires. Donc, c'était les petites îles que vous voyez à l'est et au sud de l'île principale. Et une population sur un substrat particulier appelé ferritrète. Le ferritrète étant une couche sédimentaire dure et résistante à l'érosion qui a été cimentée en une croûte dure par des oxydes de fer. Et pour finir, une population retrouvée dans les forêts sèches, donc plus à l'ouest de l'île. Après cette liste exhaustive, on peut enfin parler des résultats. On s'est donc aperçu que seulement 4 populations étaient hypernickelophores, c'est-à-dire capables d'accumuler plus de 10 000 mg par kilo de nickel. En plus de celle-ci, une population supplémentaire pouvait être considérée comme hyperaccumulatrice, car capable d'accumuler plus de 1000 mg par kilo de nickel. Donc, dans un premier temps, comme vous l'aurez compris, le trait d'hyperaccumulation n'est pas spécifique à l'espèce entière. Un autre fait intéressant que l'on a pu déterminer à partir de cela était que la phytodisponibilité du nickel, c'est-à-dire la fraction de nickel qui est disponible pour les plantes dans le sol, n'était pas forcément corrélée avec la capacité des populations à l'hyperaccumuler. En effet, la population d'Ibanthus caledonicus présente dans les forêts sèches, dans l'ouest de l'île, sur sol ultramafique riche en nickel, n'a montré dans cette étude que de faibles concentrations foliaires, bien inférieures au seuil de 1000 mg par kilo défini par Baker pour être listé en tant qu'hyperaccumulateur. J'ai aussi eu la chance de faire de l'imagerie, encore une fois, j'adore ça, avec les feuilles de cette espèce. Et ici, aucune surprise, le nickel était localisé dans l'épiderme supérieur des feuilles. C'est effectivement le cas pour la majorité des hyperaccumulateurs de nickel. J'ai aussi réalisé un autre type d'imagerie, appelé SEM-IDS, qui permet de déterminer en simultané la structure physique des échantillons et leur composition. J'ai ainsi pu confirmer comment le nickel était transporté dans les parties aériennes après son absorption par les racines. Sans surprise pour la communauté, le nickel est lié aux acides carboxyliques, chose qui est démontrée à plusieurs reprises chez d'autres hyperaccumulateurs. En conclusion, vous voyez que j'ai pas mal joué avec des technologies très avancées et je crois vraiment que ces technologies nouvellement développées sont essentielles pour comprendre pleinement l'hyperaccumulation qui, je vous rappelle, n'est pas encore entièrement expliquée.
Donc, les 2 derniers chapitres de ma thèse s'intitulaient en français « Recyclage intensif du nickel dans une forêt néo-calédonienne dominée par les hyperaccumulateurs » et « La biogéochimie des nutriments essentiels dans un peuplement de l'hyperaccumulateur Pitnandra acuminata en Nouvelle-Calédonie ». Avant de vous présenter les objectifs de mon travail, je souhaite vous présenter la principale espèce que l'on retrouve sur le site. Pitnandra acuminata, c'est une espèce uniquement retrouvée en Nouvelle-Calédonie. Elle a été la première espèce à être appelée hyperaccumulatrice, et ce, à la fin des années 70. Elle est encore de nos jours l'espèce qui possède le plus haut taux de nickel dans le règne végétal, avec 25% de nickel dans son latex, un latex bleu-vert que vous voyez sur la photo. Il est aussi potentiellement, le plus grand hyperaccumulateur connu à ce jour. Ainsi, un arbre de cette taille, on va dire, ça peut aller de 20 à 30 mètres, pourrait contenir jusqu'à 8 kg de nickel. Les questions principales de ce chapitre étaient: quelles sont les poules de nickel dans la biomasse forestière et le sol dans un peuplement à haute densité de Pitnandra? Comment cette espèce influence le cycle du nickel? Et comment les forêts sur sol ultramafique de Nouvelle-Calédonie recyclent-elles les nutriments? Et dans quelle mesure les nutriments sont stockés dans la biomasse végétale? L'objectif était en quelque sorte de placer le plus de flèches et le plus de nombres possible sur ce graphique afin de comprendre au mieux son fonctionnement et les cycles à la fois des nutriments essentiels, que sont l'azote, le calcium, le magnésium, le potassium, etc., et des éléments traces, que sont le cobalt, le manganèse, le nickel et le zinc. Pour cela, j'ai choisi un patch d'un hectare de forêt humide sur sol ultramafique situé au sud de l'île principale, pas trop loin de la capitale Nouméa, qui avait été préalablement inventorié. Donc, mes collègues de l'IRD avaient été sur ce site 2 ans auparavant et avaient listé l'ensemble des arbres au niveau de l'espèce sur 1 hectare. À partir de ce site, j'ai sélectionné une parcelle de 0,25 hectares afin d'éviter l'effet bordure que j'ai divisé en 100 sous-parcelles. Dans cette parcelle, j'ai échantillonné chaque arbre qui avait un diamètre supérieur à 10 cm. Ainsi, je me suis retrouvé avec environ 200 échantillons, à savoir qu'il y avait, il me semble, plus de 380 arbres dans cette parcelle. 200 échantillons d'écorce, de bois, de feuilles sénescentes ou matures, de feuilles nouvellement formées ou jeunes et de sève élaborée. En parallèle, j'ai installé 12 pièges de 1 mètre carré avec lesquels j'ai collecté la litière 1 fois par mois pendant 1 an. Pour finir, j'ai collecté une carotte de 20 cm de sol dans chacune des sous-parcelles afin d'évaluer les niveaux de nutriments et d'éléments traces dans la phase minérale. Grâce à cette diapositive, vous pouvez voir un peu à quoi ressemble mon site, ainsi que les pièges à litière que j'ai utilisés. À partir de cela, j'ai fait de belles cartes grâce au logiciel ArcGIS afin de représenter graphiquement la distribution des éléments sur le site et d'évaluer l'impact de la pente et du petit ruisseau présent à l'est du site. Voilà, c'est retourné, mais c'est effectivement à l'est. Voilà, du site sur le mouvement des ETM et des nutriments. Malheureusement, je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour décrire tous les travaux, donc je vais aller aux conclusions et essayer de vous expliquer au mieux les conclusions. Avant de commencer, la figure de droite indique les quantités de potassium et de phosphore, qui sont 2 éléments essentiels pour la croissance des plantes dans la biomasse végétale, selon le diamètre des arbres dans la partie hachurée et selon la profondeur dans les parties blanches. On s'est donc aperçu que 80% du potassium était emprisonné dans la biomasse végétale aérienne, ce qui rend cet élément le principal limitant sur le site. D'autres résultats ont indiqué que la majorité des apports provenaient des dépôts atmosphériques et que malgré sa forte mobilité, le potassium était rapidement réassimilé. C'était encore plus le cas pour le phosphore, qui lui ne montrait absolument pas de gradient en fonction de la profondeur dans les sols. Nos résultats ont ainsi montré que 16% du phosphore était présent dans la biomasse végétale. Le calcium et le magnésium sont, comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, des éléments non limitants, malgré un fort déséquilibre par rapport à ce qui est considéré comme normal. Donc, concernant ces éléments, on s'est aperçu que les plantes ont adopté des stratégies différentes à leurs égards. Le calcium est, lui, comme le phosphore et le potassium, rapidement réassimilé après que la litière se dégrade.
Au contraire, le magnésium aura tendance à rester dans les plantes et à être redistribué dans les tissus nouveaux avant la chute des feuilles. Concernant les éléments traces, on a pu calculer les mouvements ainsi que les quantités contenues dans la biomasse végétale. Ainsi, la biomasse contenait environ 440 grammes par hectare de cobalt, 49 kg par hectare de manganèse, environ 260 kg par hectare de nickel et environ 7 kg par hectare de zinc. Petit fait intéressant, plus de 90% du nickel organique était contenu dans les 22 Pitlandra accumulata. À titre de rappel, il y avait 384 arbres, 35 familles et 64 espèces dans la parcelle. Le graphique sur la droite, en bas ici, est un peu compliqué à expliquer en si peu de temps, mais j'ai aussi réussi à prouver que Pitlandra accumulata disposait d'une physiologie différente comparée à la plupart des autres hyperaccumulateurs. Donc, une partie des éléments accumulés vont être présents dans les laticifères. Donc, c'est le système qui contient le latex, et pas uniquement dans le phloème, comme pour les autres hyperaccumulateurs. Aussi, cette étude tend à montrer que Pitlandra accumulata ne tire pas avantage de sa capacité à hyperaccumuler à des fins allélopathiques, c'est-à-dire à empêcher d'autres plantes à croître à proximité, comme sur la photo présentée sur la diapositive. À vrai dire, comme je l'ai dit précédemment, la raison du pourquoi de l'hyperaccumulation n'est pas encore définie, et l'allélopathie est une autre hypothèse qui existe. En conclusion, mon moment militant de la journée, cette étude a montré l'effet désastreux que les coupes à blanc ont sur ce genre d'écosystème. En effet, elle enlève 2 tonnes par hectare d'éléments extrêmement limitants localement à une forêt à croissance lente. À savoir que Pitlandra accumulata, j'ai fait des études au carbone 14 et il pousserait environ son diamètre augmenterait de 1,5 mm par année. Un autre arbre, Agathis ovata, qui avait été étudié il y a quelques dizaines d'années, qui est aussi particulièrement important pour les communautés locales, ne pousse quant à lui que de 0,5 mm par année. Donc, pour faire court, on ne pourra jamais retrouver ce qu'on a perdu avec une coupe à blanc dans de tels écosystèmes. Étant donné que j'ai un peu de temps, je peux vous faire un petit récap de ce que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai donc entrepris un essai pour comprendre les processus sous-jacents de l'hyperaccumulation du cobalt par un hyperaccumulateur de cobalt et nickel originaire d'Asie du Sud-Est. Grâce à des techniques d'imagerie assez complexes, j'ai déterminé que les mécanismes d'accumulation du nickel et cobalt différaient chez ces espèces. J'ai aussi entrepris une étude d'imagerie pour décrypter la dynamique du nickel lors de la germination de 2 hyperaccumulateurs. J'ai pu prouver pour la seconde fois que les processus d'hyperaccumulation du nickel étaient multiples, indiquant que l'hyperaccumulation en tant que telle est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution. J'ai aussi confirmé la nature de la sève élaborée verte retrouvée chez plusieurs hyperaccumulateurs à travers le monde et en Nouvelle-Calédonie. Et au final, j'ai étudié le cycle biogéochimique du nickel et des nutriments majeurs dans un milieu ultramafique regroupant 5 espèces hyperaccumulatrices de nickel. Je peux maintenant vous dire une première fois merci pour m'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié les travaux que j'ai effectués en Océanie, mais comme dans les concerts, la première fin n'est jamais la dernière. L'image n'est pas forcément correcte, parce qu'on se serait arrêté normalement à Vancouver, mais en septembre 2021, je suis arrivé au Québec et j'ai pu poursuivre en partie mes travaux sur l'hyperaccumulation. J'ai décidé avec quelques étudiantes, d'étudier l'hyperaccumulation en zone tempérée froide. Daphné Sangré et Roxana Flamme, des étudiantes en bac à l'UDEM, ont réalisé durant l'été une évaluation systématique de l'occurrence de l'hyperaccumulation sur l'île de Terre-Neuve, et plus précisément dans le parc national du Gros-Morne. Et on a aussi fait une étude en parallèle au Mont Albert. L'ensemble des résultats n'ont pas encore été obtenus, mais pour l'instant, aucune espèce ne s'est avérée hyperaccumulatrice. On suppose fortement que la glaciation tardive qui a touché l'Amérique du Nord en est la raison principale. Un second projet, développé et mis en place par Marie-Pierre Bastien-Thibault, s'est focalisé sur l'hyperaccumulation du sélénium. Fait intéressant, on s'est aperçu avec Michel Labrec et Patrick Benoît que certains des sols qui poussaient sur un projet que l'on a dans l'est de l'île accumulaient des concentrations intéressantes de sélénium. On a donc proposé à Marie-Pierre d'étudier ce phénomène plus en détail.
Ainsi, elle a mis en place une expérience en serre où elle a étudié la capacité de 3 espèces locales à hyperaccumuler le sélénium. Ces espèces sont le saule, bien entendu, mais aussi la moutarde brune et l'astragale du Canada, une accumulatrice indigène au Québec, qui est l'astragale, oui, au Québec, c'était Astragale canadensis. Et il faut savoir que l'une des rares hyperaccumulatrices au Canada fait partie de la même espèce, du même genre que l'astragale. Elle est située au niveau en Alberta, etc. Et elle est capable d'accumuler plus de 10 000 mg par kilo de sélénium. Donc, Marie-Pierre est en plein travail de laboratoire, sûrement en ce moment en plus, mais les premiers résultats vont arriver bientôt. Et nous sommes vraiment impatients, car cela pourrait vraiment changer la donne si les résultats s'avéraient positifs pour la phytorémédiation de sols contaminés en sélénium. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est une photo qui est issue d'un des premiers jours de ma thèse où je faisais déjà premiers jours, où j'aidais un des doctorants à finir son expérience en serre en Malaisie. Et donc, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci, Adriane, pour cette belle présentation. Si vous avez des questions, juste utilisez levez la main. Je vais vous accorder la parole. Donc, c'est à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Adriane par rapport à sa présentation ou au sujet qu'il couvre? Allez-y, gênez-vous pas. Bonjour, Adriane, ça a de l'air clair? C'est assez spécifique aussi, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, personne n'a des questions ou des interrogations ou des points d'éclaircissement? Est-ce que tu crois, toi, Adrienne, que la recherche que tu as faite en Calédonie a de l'avenir intéressant, surtout dans nos sites dégradés post-industriels? Donc, c'est un peu ce que je fais ici au Québec. On a, avec Marie-Pierre, un peu une des dernières diapos que j'ai présentées, on s'est aperçu, par exemple, que le sol était capable d'accumuler, on a des signes assez positifs que le sol est capable d'accumuler des concentrations assez intéressantes de sélénium. Donc, on a essayé d'étudier ça dans une expérience en peau. Et il y a aussi, il faut savoir, une accumulatrice de sélénium qui est indigène au Québec. Donc, on a essayé de l'intégrer au dispositif expérimental pour voir s'il y avait des potentiels à ce niveau-là. Mais malheureusement, au niveau des accumulateurs au Canada, c'est assez restreint à cause des glaciations, comme je l'ai dit. Donc, il n'y a pas autant de potentiel que, par exemple, pour les plantes tropicales, où on retrouvera plus d'une centaine en Nouvelle-Calédonie. À Cuba, il y en a encore plus que ça. La grande majorité des espèces hyperaccumulatrices se retrouvent dans les zones tropicales, ou en tout cas non froides, comme ici au Québec ou au Canada en général. Puis, j'imagine que vous voulez concentrer ça sur des plantes indigènes et non pas de l'introduction d'une plante qui pourrait être efficace. C'est toujours mieux, effectivement. C'est pour ça qu'on travaille avec l'Astragale canadensis, qui est effectivement indigène au Québec, qui n'est pas hyper accumulatrice, mais qui présente toujours des concentrations assez intéressantes. Malheureusement, on n'a pas encore eu les résultats, puisque Pierre est dans le labo en train d'étudier ça, mais potentiellement, une prochaine présentation, je pourrais vous montrer ces résultats. C'est intéressant, oui, merci. La parole est encore à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent interroger Adriane sur sa présentation? Sinon, je vais conclure. Merci, Adriane, encore pour ta présentation. C'était fort intéressant de voir toutes ces recherches qui ont été faites à l'extérieur, mais qui peuvent évidemment avoir un potentiel très positif chez nous.